Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet du baccalauréat et donc nous allons traiter une fonction qui porte sur le logarithme népérien. Dans l'étude de cette fonction, nous allons rencontrer les questions comme la parité d'une fonction et le rôle que cela joue dans l'étude de cette fonction, comment étudier les variations d'une fonction, c'est une question qui revient tout le temps au baccalauréat. Comment justifier qu'un point est un point d'inflexion? Comment tracer dans le même repère que dans le même repère la courbe représentative de la fonction réciproque. D'accord? C'est très important. Nous allons rencontrer également le calcul intégral, en particulier l'intégration par partie. Et nous allons voir comment on intègre également la fonction réciproque sans chercher, d'accord, sans connaître son écriture explicite. Et enfin, comment déterminer l'expression, d'accord, de la fonction réciproque. Donc, c'est un sujet qui est très riche, d'accord, qui parle de lui-même et donc, sans plus tarder, nous allons commencer, d'accord, la résolution. Si vous appréciez, d'accord, ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à aimer cette vidéo, d'accord, pour permettre, d'accord, aux autres personnes de découvrir notre chaîne et cette vidéo. Alors, nous prenons d'abord la toute première question. Donc, on va relire rapidement. Nous avons f qui est une fonction définie de r vers r par f de x égale logarithme népérien de x plus racine carrée de x carré plus 1. Donc, j'écris f de x égale le logarithme népérien de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. La toute première question, on nous dit de montrer que son ensemble de définitions est R. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, donc j'écris 1, le domaine de définition. Donc, qu'on note généralement df. Donc, je dis que df est égal à l'ensemble des 6 éléments de R, ça c'est notre ensemble de départ, tel que, premièrement, je vais analyser notre fonction. Je regarde. Nous avons ici le logarithme, d'accord, et nous avons un argument. Donc, il faudrait que l'argument existe d'abord, et pour que l'argument existe, il faudrait que tout ce qui est sous le radical, c'est-à-dire sous la racine carrée, soit d'abord supérieur ou égal à 0. Donc, je mentionne ceci et je l'écris. Donc, je dis d'abord que x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Et maintenant, parce que si ceci est supérieur ou égal à 0, ça voudra dire que toute cette écriture-là existe dans R. D'accord? Mais ça ne suffit pas, d'accord, pour que le f existe. Pour que le f existe, il faut qu'en plus de cette condition, tout ce qui est dans le logarithme népérien
d'accord, soit strictement supérieur à 0. Donc, j'écris maintenant la condition pour que le logarithme existe. Donc, ça fait x plus la racine carrée de x au carré plus 1 strictement positif. Et je ferme. Donc, la prochaine étape consiste à analyser chacune des inégalités. Donc, je vais voir, d'accord, sur quel intervalle chacune des inégalités est vérifiée, est satisfaite. OK. Prenons la toute première inégalité. Quand nous regardons x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0, ça ne nous dit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que quand nous regardons x carré, nous voyons clairement que c'est une quantité positive ou nulle. Peu importe la valeur de x. Nous savons que le x carré est supérieur ou égal à 0. Donc, quand on ajoute à quelque chose qui est supérieur ou égal à 0, le nombre 1 qui est positif, nécessairement, on obtient, d'accord, une quantité positive. Donc, je vais juste écrire. Je vais dire que quel que soit x élément de R, virgule, x carré est supérieur ou égal à 0. D'accord? Point. Et j'ajoute, donc, comme 1 qui est ici est strictement positif, alors je vais conclure que pour tout x élément de R, virgule, x carré plus 1 est strictement positif. Mais puisque moi, je cherche simplement la condition supérieure ou égale à 0, je peux continuer à l'écrire, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire tout simplement que l'intervalle sur lequel ce machin est supérieur ou égal à 0, c'est R. Donc, pour tout x élément de R, nous n'avons pas de souci. Ça marche. Maintenant, on attaque maintenant la deuxième inégalité. C'est x plus la racine carrée de x carré plus 1 strictement positif. Nous voulons résoudre en quelque sorte cette inéquation. On veut savoir dans quel intervalle, d'accord, cette inégalité est vraie. Nous pouvons faire une méthode technique, d'accord, comme nous pouvons faire une méthode rationnelle. La méthode rationnelle, c'est la première réaction que nous avons lorsque nous sommes en face de cette question, de cette inégalité. Quelle est notre première réaction? La première réaction lorsque je prends cette inégalité, c'est de dire que x plus la racine carrée de x carré plus 1 strictement positif équivaut à. Donc, j'écris, ça fait la racine carrée de x carré plus 1 strictement supérieur à moins x, tout simplement. Ça, c'est la première réaction, le premier réflexe que je peux avoir. Et donc là, quand je fais ça, ce que j'obtiens ici ressemble à un type d'inéquation que je sais résoudre. Il s'agit de l'inéquation racine carrée de p de x strictement supérieur à q de x. D'accord? Ça, c'est le premier réflexe. Donc, je vais dire comment je fais pour résoudre ce type d'inéquation. Donc, je vais commencer par dire que ceci équivaut à quoi? Ça veut tout simplement dire que, premièrement, donc je rappelle, si vous voulez, lorsque nous avons la racine carrée de p de x qui est strictement supérieur à q de x, cela se traduit tout simplement par, premièrement, on regarde le cas où q de x est strictement inférieur à 0. Et donc, dans ce cas, tout ce qu'on permet à p, c'est d'être supérieur ou égal à 0. Ou, c'est très important, cette condition, on regarde maintenant la condition où q de x est supérieur ou égal à 0. Et maintenant, on élève les deux membres au
carré. Donc, ça veut dire que le P de x, d'accord, si je prends le carré de ceci, ça va être strictement supérieur à Q de x au carré. Donc, strictement supérieur à Q de x au carré. Très important. Donc, pas besoin de poser la condition P de x supérieur ou égal à 0 parce que dès qu'il est plus grand que Q de x au carré, naturellement, il est positif. Donc, on pose ces deux-là, on va résoudre ces deux systèmes-là et c'est ça qui va nous permettre d'obtenir l'ensemble solution. Ça, c'est la méthode rationnelle, c'est-à-dire que la première réaction, d'accord, que nous pouvons avoir en face de ce genre de sujet. OK, donc je l'applique. N'oublions pas, ici, c'est quoi P de x? C'est x carré plus 1. Et c'est quoi Q de x? C'est moins x. D'accord? Donc, j'écris que ceci équivaut à Q de x strictement inférieur à 0. C'est quoi Q de x? C'est moins x. J'écris moins x strictement inférieur à 0. Et la deuxième condition, c'est que le P de x soit supérieur ou égal à 0. P de x, c'est x carré plus 1 supérieur ou égal à 0, tout simplement. Ou, on va ajouter maintenant le deuxième système. Il faut maintenant que le Q de x soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que moins x supérieur ou égal à 0. Et maintenant, il faudrait que le P de x, c'est-à-dire le x carré plus 1, soit strictement, c'est-à-dire on élève simplement les deux au carré, à moins x le tout au carré. Donc ça, c'est la réaction la plus rationnelle possible. Donc je peux maintenant effacer tout ça et continuer avec le raisonnement. Maintenant, je vais simplement traiter chaque système. Dans le premier système, nous avons un truc magnifique. Cette inégalité, nous savons que c'est tout le temps vrai. Donc je vais écrire que, premièrement, la première inégalité, si je récupère x ici, ça veut dire que le x est strictement positif. Donc, nous avons x strictement positif. Ça, c'est magnifique parce que j'ai juste, ici, nous avons moins x. Et puisque nous cherchons x, je multiplie par moins 1. Et donc, ceci donne x et le sens de l'inégalité change. Mais par contre, cette inégalité, nous le savons, on vient de le traiter. On vient de traiter cette inégalité et nous savons que cette inégalité est vraie pour tout x élément de R. On vient de le faire tout de suite. C'est ça ici. Donc, ça veut tout simplement dire que l'ensemble solution ici, c'est x élément de R. Donc, j'écris x élément de R. Ou maintenant, je tombe sur la deuxième inégalité et le deuxième système, pardon. Et donc, nous avons ici que ceci doit être supérieur ou égal à 0, ce qui se traduit par x inférieur ou égal à 0, tout simplement. Mais quand on travaille ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, parce que ici, nous avons x carré, parce que moins x au carré, c'est encore égal à x carré. Ici, nous avons également x carré. Quand on simplifie, il reste simplement 1 qui est strictement positif. Et donc, on y va. Ici, nous avons x élément de 0 à plus l'infini. Ici, nous avons x élément de R. L'ensemble solution des deux, quand on fait l'intersection, ça nous donne x, d'accord, élément de 0 à plus l'infini. Donc, pour détailler un peu pour ceux qui veulent beaucoup plus comprendre, le premier, c'est 0 à plus l'infini. Le deuxième, c'est tout le R. Quand on fait l'intersection, on trouve 0 à plus l'infini. Donc ça, tout ceci donne ça. Maintenant, où? Ici, d'accord, nous savons que la deuxième inégalité est correcte tout le temps. Donc, il ne reste que x, d'accord, inférieur ou égal à 0, qui n'est rien d'autre que l'intervalle moins l'infini à 0. Donc, on va faire maintenant ce qu'on appelle la réunion. Donc, ça fait x élément de 0 à plus l'infini, union moins l'infini à 0. Ce qui nous donne tout simplement x élément de R. Donc, on vient de prouver en réalité que pour la deuxième
une équation, l'ensemble solution, c'est R. Donc, récapitulation, nous avons ici R qui est l'ensemble solution, également ici R, donc le tout, ça fait tout simplement R. Donc, le domaine de définition de F, ça fait R tout simplement. Donc ça, c'est la méthode rationnelle. Pour ceux qui, si vous voulez une méthode technique, c'est pas vraiment compliqué. Il suffit de remarquer que, donc je vais le faire, c'est juste un commentaire pour permettre d'avoir une autre façon de faire. Donc premièrement, ça c'est pour la deuxième partie, hein, je parle de cette inégalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement commencer par remarquer. Donc, nous avons ceci à traiter. On peut commencer par remarquer que 1 qui est ici est positif, naturellement. On ajoute ins carré des deux côtés. Donc, nous avons ins carré plus 1 qui est strictement plus grand que ins carré. On passe la racine carrée. On obtient alors racine carrée de ins carré plus 1 qui est strictement supérieur à la racine carrée de ins carré. Mais ça, comme vous le savez très bien, ça fait alors racine carrée de ins carré plus 1 qui est strictement supérieur. Mais nous savons que tout ceci, c'est la valeur absolue de ins. Donc, nous écrivons valeur absolue de ins. Qu'est-ce qui reste maintenant? On va ajouter le ins, d'accord, des deux côtés. Quand nous ajoutons ins, nous avons ins plus la racine carrée de ins carré plus 1, qui est strictement supérieur à ins plus la valeur absolue de ins. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que quand on prend ins plus sa valeur absolue, c'est toujours une quantité positive ou nulle. Voilà, c'est tout. Donc, on vient de montrer que ins plus la racine carrée de ins carré plus 1 est strictement supérieur à 0 pour tout x réel. Ça, c'est la deuxième méthode, mais elle est technique. Quand on dit une méthode technique, ça voudra dire que il faut probablement avoir fait beaucoup d'exercices, d'accord, comprendre vraiment la profondeur des choses pour utiliser les méthodes techniques. Parfait. Donc, on vient d'exposer la méthode technique. On va continuer avec la suite de notre vidéo. Après le domaine de définition, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous dit de montrer, donc c'est toujours la première question, montrons que f est une fonction impaire. Montrons que f est impaire. Pour montrer que f est une fonction impaire, nous allons simplement rappeler, d'accord, ce que cela signifie. Généralement, il faut deux étapes. Première étape, regardez si le domaine de définition de votre fonction est un domaine symétrique par rapport à l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le ins que vous allez choisir dans votre domaine, vous devez être sûr que son opposé est aussi dans ce domaine. D'accord? On le fait parce que ça va nous permettre de passer à l'étape numéro 2 qui consiste maintenant à calculer f de moins ins et à le comparer à moins f de ins. Donc, vous voyez, dans cette égalité, on veut montrer que f de moins ins est égal à moins f de ins. Donc, il faut forcément que le moins ins soit dans le domaine de f pour pouvoir calculer son image. Vous voyez un peu? Donc, voilà pourquoi il faut vérifier le premier point et puis c'est tout. On passe au deuxième point. Donc, ici, c'est quoi le domaine de définition de notre fonction? C'est R. Or, R, c'est un ensemble très gentil. Quand vous prenez un nombre dans R, son opposé est évidemment dans R. Donc, vous allez simplement dire comme le domaine de définition de f est égal à R, alors, deux points, quel que soit le x élément du domaine de f,
moins x aussi est dans le domaine. Maintenant, on passe maintenant au calcul de f de moins x, d'accord, pour tout x élément du domaine. Donc, on passe au point numéro 2. N'oublions pas f de x, d'accord? On a f de x égale quoi? C'est juste un rappel. C'est le logarithme népérien de x plus la racine carrée de x carré plus 1. Nous voulons calculer f de moins x. F de moins x. Ça veut dire que dans cette écriture, nous allons remplacer le x par moins x, tout simplement. Donc, c'est égal au logarithme népérien de. Donc, à la place de x, je mets moins x plus la racine carrée de. À la place de x, je mets moins x encore. Et j'écris tout le reste. Et donc, ceci, ça nous donne le logarithme népérien de moins x plus la racine carrée de. Puisqu'ici, d'accord, nous avons moins x au carré, c'est encore égal à x au carré. C'est très important. Donc, j'écris plus 1. Mais ceci, je peux encore l'écrire en disant que ça fait le logarithme népérien de. Donc, je copie d'abord cette partie. Donc, ça fait la racine carrée de x au carré plus 1 moins x tout court. D'accord? Mais nous, on cherche à faire quoi? On cherche à obtenir, si vous voulez, moins f de x à la fin. D'accord? Donc, nous avons, si vous voulez, plusieurs façons de faire, mais la façon la plus simple ici, c'est d'utiliser, par exemple, l'expression conjuguée. Mais je vais vous présenter une deuxième méthode où on n'a pas, d'accord, certainement besoin, on n'a pas besoin, d'accord, de l'expression conjuguée. Allons-y. Donc, ici, vous avez quoi? Racine carrée de x carré plus 1 moins x. Donc, j'écris que ça fait le logarithme népérien de. Donc, je fais l'expression conjuguée. Quand je fais l'expression conjuguée, j'obtiens quoi? J'obtiens la racine carrée de x carré plus 1 moins x que je multiplie maintenant par l'expression conjuguée au numérateur. Donc, j'obtiens ça. Donc, ça va faire plus x parce que là, je prends son expression conjuguée. Divisé par, donc je divise par l'expression conjuguée toujours. Voilà. Mais, comme vous le savez tous, il faut maintenant calculer le numérateur. C'est-à-dire que dans le logarithme népérien, ça fait le logarithme népérien de. Donc, j'effectue ce produit. Comme il s'agit de l'expression conjuguée, nous avons la forme a moins b, facteur de a plus b. Donc, ça fait a carré moins b carré. Donc, ça fait le carré de tout ceci, qui n'est rien d'autre que x carré plus 1, moins le carré de x, qui n'est rien d'autre que x carré. Tout ceci sur la racine carrée de x carré plus 1 plus x tout court. Donc, je simplifie au numérateur. J'obtiens 1 sur la racine carrée de x carré plus 1 plus x tout simplement. Mais nous savons que pour a positif, le logarithme népérien de 1 sur a, c'est en réalité moins le logarithme népérien de a, tout simplement. Donc, j'applique cette formule-là, d'accord, et donc j'obtiens moins, d'accord, le logarithme népérien de, et j'écris racine carrée de x carré plus 1 plus x. Or, c'est quoi cette partie? C'est exactement f de x. Donc, nous obtenons alors moins f de x. Qu'est-ce qu'on était en train de calculer au début? C'est f de moins x. Donc, on vient de démontrer à l'instant t que f de moins x est égal à moins f de x. Donc, la fonction est impaire. Conclusion. F est
impair, tout simplement. Voilà. Une autre méthode beaucoup plus simple, d'accord? Ça va concerner juste la deuxième partie, c'est-à-dire la démonstration de f de moins x égale à moins f de x. Donc, nous voulons montrer que f de moins x est égal à moins f de x. D'accord? De façon naïve, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons simplement prendre ceci, d'accord, moins tout ceci, et voir si le résultat va être 0. C'est tout. Ça veut dire quoi? Que nous allons prendre ceci, plus, puisqu'il y a déjà un moins ici, plus f de x, et nous allons voir si le résultat est 0. D'accord? Donc, pour cela, nous allons calculer f de moins x plus f de x. Dès que le résultat est 0, c'est fini. On vient de trouver la réponse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rappeler, c'est quoi f de moins x? Donc, on a, je rappelle, f de x, c'est quoi exactement? C'est le logarithme népérien de x plus la racine carrée de x carré plus 1. Et c'est quoi f de moins x? C'est le logarithme népérien. On va remplacer x par moins x, ça fait moins x plus la racine carrée de... Donc, ici, on va avoir moins x carré, que nous allons mettre d'abord, qui donne x carré, comme je l'ai déjà expliqué, plus 1, tout simplement. Nous allons maintenant passer à la somme. Donc, f de moins x plus f de x est égal à quoi? C'est égal au logarithme népérien de x. Donc, ça, c'est pas f de moins x. J'écris d'abord f de moins x. F de moins x, c'est le logarithme népérien de moins x plus la racine carrée de x carré plus 1. J'ajoute maintenant le logarithme népérien de, ça c'est f de x maintenant, x plus la racine carrée de x carré plus 1. Mais là, nous avons un truc très important. Nous avons le logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b. Nous savons que le logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b, c'est égal au logarithme népérien de a fois b. Donc, nous allons écrire crochet. Nous allons d'abord mettre a ici. A, c'est moins x plus la racine carrée de x carré plus 1. Multiplier maintenant par, d'accord, le b. Le b, c'est tout ceci. Donc, ça fait x plus la racine carrée de x carré plus 1. C'est tout. Donc, on va calculer simplement ce produit. D'accord? Donc, si vous voulez, vous développez simplement. Si vous voulez, vous pouvez remarquer déjà que c'est une identité remarquable. Parce que là, vous avez, pour ceux qui le souhaitent, je vais décomposer de cette façon-là. Donc, ici, je vais écrire d'abord ceci en première position. Donc, j'obtiens racine carrée de x carré plus 1 moins x. D'accord? Facteur de x. Bon, racine d'abord. J'écris ceci également en première position. Racine carrée de x carré plus 1 plus x tout simplement. Donc, nous avons clairement a moins b, facteur de a plus b. Donc, ça fait a carré moins b carré. Et donc, ici, on obtient le logarithme népérien de a carré, c'est-à-dire racine carrée de x carré plus 1 au carré, comme ça, moins le b au carré, qui n'est rien d'autre que x carré. Et je ferme. Donc, ici, on obtient le logarithme népérien de... Donc, le carré de ça, ça fait x carré plus 1, moins alors x carré. Et donc, nous sommes en face du logarithme népérien de... Donc, nous avons x carré moins x carré qui donne 0. Et donc, ça reste simplement le logarithme népérien de 1 qui vaut 0. D'où, on vient de prouver que f de moins x plus
f de x est égal à 0, c'est-à-dire que f de moins x est égal à moins f de x. Conclusion, la fonction est impaire. Voilà, nous venons d'utiliser deux bonnes méthodes pour justifier que la fonction f est impaire. On passe maintenant à la question suivante. La question 2. Dans la question 2, on nous dit de déterminer la limite de f de x. Donc, 2a. On va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ok, allons-y. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal. Donc, nous allons d'abord écrire. Ça fait limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, nous allons remettre l'expression de f de x. Ça fait le logarithme népérien de x plus la racine carrée de x carré plus 1. Donc, tout ce qu'on va faire bêtement, c'est d'abord calculer. D'accord? On passe d'abord au calcul. Lorsque le x tend vers plus l'infini, nous avons ceci qui tend vers plus l'infini. Et lorsque le x tend vers encore plus l'infini, tout ceci tend vers plus l'infini. D'accord? Mais là, nous avons une somme. Donc, on va faire la somme. Puisque cette limite donne plus l'infini, cette limite également donne plus l'infini. Alors, la somme, d'accord, tend vers plus l'infini. D'accord? Et en termes de composé, dès que ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien tend vers plus l'infini, le tout tend vers plus l'infini. Donc, il n'y a pas une indétermination. C'est très simple. D'accord? Donc, on peut commencer par dire qu'on a deux points. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x qui donne plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x carré plus 1 qui donne aussi plus l'infini. Donc, ce qui se passe, c'est que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus la racine carrée de x carré plus 1 qui donne aussi plus l'infini. Conclusion, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x donne exactement plus l'infini. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas une indétermination. On passe maintenant à la deuxième partie de la question. Il s'agit maintenant de regarder la limite de f de x sur x maintenant. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, on va suivre simplement les étapes, puis on y va. J'écris limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est égal quoi? C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, je vais faire une copie de f de x. C'est le logarithme népérien de x plus la racine carrée de x carré plus 1 divisé par x. Mais nous savons que le numérateur tend vers plus l'infini. On vient de le faire. Nous savons que le dénominateur aussi tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, en termes de limite, nous obtenons alors infini sur infini. Et là, nous sommes en face d'une indétermination de type infini sur infini. Comment lever maintenant cette indétermination? Nous pouvons rentrer dans le logarithme népérien et factoriser par x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme népérien de. Donc, j'utilise d'abord, si vous voulez, parenthèse, ça fait x plus la racine carrée de. Donc, je factorise, je prends le monôme le plus haut degré ici qui est x carré
Donc, je le prends d'abord en facteur. Et si je le prends en facteur, le premier terme, il va rester 1. Le deuxième terme, il va rester 1 sur x carré. D'accord? Que je ferme. Tout ceci divisé par x. Toujours dans le logarithme népérien, je vais dire que ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme népérien de... Et donc là, je vais appliquer maintenant la formule parce que j'ai un produit ici, ça fait racine de ça fois racine de tout ça. Et donc, la racine de x carré, ça me donne la valeur absolue de x, mais le x tend vers plus l'infini, donc le x est positif. Ce qui veut dire que je vais sortir simplement le x carré du radical et puis ça me donne x. Parce que le x est positif ici. Conclusion, nous avons ici x plus x racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. D'accord? Le tout divisé par x. Donc, je calcule, ça me donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini. D'accord? Je continue toujours, mais cette fois-ci, je vais factoriser par x. Donc, ça fait le logarithme népérien de... Donc, j'utilise crochet pour bien montrer la chose. Ça fait x facteur de... Donc, ici, il va rester 1 plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Et puis, tout ceci sur x. Encore une fois, c'est très important de remarquer que maintenant, nous avons un produit ici, dans le logarithme. Nous avons tout ceci, d'accord, multiplié par ça. Et donc, on va appliquer la formule du logarithme népérien qui dit que le logarithme népérien de a fois b, ça fait le logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b. Donc, si j'applique cette formule, je vais dire que nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme népérien de x plus le logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. On a juste copié tout ce qui reste. Divisé maintenant par x, notre dénominateur. Mais là, on peut dispatcher les dénominateurs parce que nous savons que si nous avons a plus b, le tout divisé par c, ça fait a sur c plus b sur c. Donc, si je dispatche les dénominateurs, qu'est-ce que j'obtiens? On obtient tout simplement ici la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme népérien de x sur le dénominateur x plus le logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré divisé encore par x, tout simplement. Mais regardons maintenant chacun des termes, parce que là, nous avons deux termes. Ça, c'est le premier terme et ça va être le deuxième terme. Regardons chacun des termes. Ça, c'est une limite remarquable. D'accord? Donc, nous savons que cette limite-là donne 0 lorsque le x tend vers est 0. Maintenant, ici, regardons ce qui se passe. Donc, je vais commencer par écrire. Or, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, du logarithme népérien de x sur x est égal à 0. Ça, c'est une limite remarquable. Mais ici, pour le deuxième terme, nous pouvons remarquer que dans le logarithme népérien, ceci donne 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, parce que ça fait un réel divisé par l'infini en termes de limite, ça fait 0. Donc, in fine, tout ce qui est avec le radical ici, ça donne alors 1. Et donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, tout le numérateur tend vers le logarithme népérien de 2. Mais le dénominateur tend vers infini. Donc, nous avons encore une fois réel divisé par infini qui donne 0. Donc, on va dire que et la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré divisé par x aussi vaut 0. Donc, la limite que nous cherchons en réalité, d'accord, n'est rien d'autre que 0. Donc, on va conclure que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x sur x vaut tout simplement 0. Voilà, c'est tout.
On passe maintenant à la question qui suit. On nous dit clairement d'interpréter graphiquement ce résultat. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous calculez la limite en plus l'infini et que vous obtenez de f de ins sur ins et que vous obtenez 0. Donc, c'est une partie des branches infinies. D'accord? Donc, on va dire que interprétation graphique. Donc, on a la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de f de ins qui nous donne plus l'infini. Et la limite lorsque ins tend vers plus l'infini de f de ins sur x est égal à 0. On va dire que la courbe de f, alors la courbe de f admet une branche parabolique, de direction celle, d'accord, de l'axe des ins, de l'axe des abscisses, d'accord. Tout simplement, c'est tout. Lorsque vous calculez la limite à l'infini, le résultat est encore infini. Vous calculez la limite de f de ins divisé par ins, vous obtenez 0. Ça veut dire que vous êtes en face d'une branche parabolique de direction celle de l'axe des ins. Si le résultat était infini, on va dire de direction celle de l'axe des y. C'est tout. Il n'y a pas plus. OK. On continue, d'accord, pour bien comprendre ce que nous faisons. On continue, on passe à la question B. Le B, on nous dit de montrer que f est une fonction qui est dérivable sur R. Et maintenant, on va passer à la dérivée. Donc, c'est une étape très, très capitale. OK. Donc, montrons que f est dérivable sur R. Montrons que f est dérivable sur R. Premièrement, c'est quoi f de ins? C'est toujours bien de rappeler parce que ça vous permet de voir clairement. Voilà. Donc, f de ins, c'est le logarithme népérien de quelque chose. D'accord? 2 étapes. Pour montrer que le logarithme népérien de quelque chose que j'appelle u de ins, pour montrer que cette fonction-là est dérivable, on commence par faire la chose suivante. On va montrer que u est d'abord dérivable sur R, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut montrer que quel que soit le ins que vous allez prendre dans R, que le u en réalité est strictement positif. Ça s'arrête là. Vous avez seulement 2 petites étapes. 2 petites étapes. Premièrement, vous prenez u, vous montrez que u est dérivable sur R. Deuxième étape, vous montrez que peu importe le ins que nous allons prendre dans ce R-là, le u de ins est strictement positif. Dès que vous faites ça, c'est fini. Le u, la fonction f est dérivable. C'est ça que nous allons faire. C'est quoi notre u ici? D'accord? Je vais essayer de marquer correctement le u. U, c'est tout ça. Donc, première étape, on va montrer que u est vraiment dérivable sur R. Première étape. Ça permet de bien comprendre. Première étape. Allons-y. Montrons que la fonction qui a ins associé, ins plus la racine carrée de ins carré plus 1 est dérivable sur R. Voilà. Comment on fait? On commence par regarder ce machin. Donc, la fonction qui a ins associé, ins carré plus 1, d'accord? Et cette fonction, en même temps, sont dérivables sur R. Sont dérivables sur R comme fonction polynôme.
comme fonction polynôme. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Puisqu'il s'agit de la racine carrée ici, d'accord, je vais m'assurer que ce qui est à l'intérieur du radical est strictement positif. D'accord? Donc, quel que soit le x élément de R, virgule, le x carré plus 1 est strictement supérieur à 0. Comme c'est strictement supérieur à 0, on va maintenant dire que la fonction qui a x associé, la racine carrée maintenant de x carré plus 1 est dérivable, tout simplement, sur R. Donc, in fine, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient tout simplement de montrer que cette fonction-là est dérivable sur R parce que c'est une somme. On vient de montrer que cette fonction est dérivable sur R et celle-là aussi est dérivable sur R. Ça veut dire que la première étape est achevée parce qu'on va simplement dire que la première étape, nous avons la dérivabilité à cause de la somme de deux fonctions qui sont dérivables sur R. Donc, on va dire ainsi, la fonction qui a x associé x plus la racine carrée de x carré plus 1 est dérivable sur R comme somme, d'accord, de fonctions dérivables sur R. On peut dire de deux fonctions aussi, d'accord, de fonctions dérivables sur R, tout simplement. Voilà. Comme je le disais, la deuxième étape, on va simplement dire maintenant que le U, c'est-à-dire ce qui est dans le logarithme népérien, est strictement positif. Ça, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on avait trouvé dans le domaine de définition. On savait que ce qui est à l'intérieur de Ln est vraiment positif. D'accord? Deuxième étape, quel que soit x élément de R, on a déjà montré que ceci est vraiment positif. D'où f est dérivable sur R. C'est tout. Simple. D'où f est dérivable sur R. OK. On passe maintenant à l'étape suivante qui consiste à calculer la dérivée de la fonction. Parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Calculons maintenant f' de x. Voilà. Je rappelle encore, c'est très important. D'accord? On a f de x égale, parce que c'est la fonction qu'on veut dériver, donc il faut toujours connaître, il faut toujours rappeler son expression. Nous avons là le logarithme népérien de quelque chose que nous allons dériver. Ça ne va pas être difficile. Pour dériver le logarithme népérien de quelque chose, on rappelle. Rappel. Si on veut dériver le logarithme népérien de u, tout ceci, ça donne u' divisé par u. Ça veut dire quoi? On oublie juste le logarithme népérien. On laisse le logarithme népérien, on dérive juste ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien et on replace ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien. Donc, ce n'est pas vraiment compliqué. Donc, on va se concentrer sur la dérivée de ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien et on replace au dénominateur tout ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien. Donc, je vais écrire que posons u de x égale tout simplement à x plus la racine carrée de x carré plus 1. Donc, on va dire tout simplement que la dérivée maintenant de f au point x, ça fait u' de x parce que vous voyez clairement que c'était tout ça que j'ai appelé u divisé par u de x. Vous voyez, tout devient facile. Mais comment je dérive ceci? Pour dériver u, comment je fais? Je vais commencer par dériver d'abord le premier terme. Donc, je continue. Je dis que ça fait... Le premier terme, sa dérivée, c'est 1. Pas de souci. Plus le deuxième terme. Je me concentre. Pour dériver le deuxième terme, c'est la racine carrée de u. Pour dériver la racine carrée de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On dérive cette chose-là, puis on fait diviser par 2 fois la racine carrée. Donc, je dérive tout ceci, qui n'est rien d'autre que 2x, divisé par 2 racines de x carré plus 1. Ça, c'est quoi je viens de faire? Je viens de dériver complètement u. C'est ça, complètement u.
Mais n'oublions pas, il faut que je divise par U. C'est très important. C'est juste devant nous ici. C'est ça ici. Il faut que je divise. Sinon, je vais faire des erreurs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le soin de simplifier les deux qui sont ici. Je simplifie rapidement. Donc, ça me donne 1 plus x sur racine carrée de x carré plus 1. C'est juste, j'ai simplifié juste par 2. Le tout sur, d'accord, u de x. U de x, c'est quoi? Je rappelle, je remets simplement u de x. U de x, c'est x plus la racine carrée de x carré plus 1. Je remets juste. OK. Maintenant, au numérateur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de réduire au même dénominateur. Au numérateur, faites beaucoup attention. Au numérateur, nous avons la somme de ceci, d'accord, avec tout ceci. Donc, il faudrait que je réduise au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement, donc je multiplie tout ça. Donc, ça me donne la racine carrée de x carré plus 1 plus le x divisé par la racine carrée de x carré plus 1. D'accord? Mais je remets le u de x qui n'est rien d'autre que x plus la racine carrée de x carré plus 1. Ceci, je remets. Mais nous savons clairement que nous avons ici fraction sur fraction. Donc, ça fait la toute première fraction qui n'est rien d'autre que racine carrée de x carré plus 1 plus x sur la racine carrée de x carré plus 1 fois l'inverse de la seconde. Donc, ça fait 1 sur x plus la racine carrée de x carré plus 1. Voilà. Maintenant, on peut simplifier les choses parce que tout ce que nous voyons ici, c'est la même chose ici. Donc, on simplifie. Et donc, on obtient tout simplement 1 sur la racine carrée de x carré plus 1. Donc, ça, c'est exactement f' de x. Voilà. Nous avons désormais f' de x. La question qui suit va être très magnifique parce que là, on nous demande de dresser le tableau de variation. Avant de dresser le tableau de variation, c'est toujours bien, d'accord, de vérifier les étapes. Donc, c'est toujours bien de vérifier les étapes pour être sûr que vous n'avez pas sauté des étapes. Donc, pour dresser le tableau de variation, premièrement, c'est quoi le domaine de définition? Je rappelle, c'est R. D'accord? Deuxièmement, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre, d'accord? Mais il faut tout faire pour ne pas rater, comment on appelle-t-on, un cas, d'accord? Ou bien, c'est-à-dire sauter une étape. Sinon, oublier tout simplement. Donc, il faut connaître le sens de variation de votre fonction sur votre domaine de définition, d'accord? Le sens de variation. Comment est-ce que la fonction varie? D'accord? Le sens de variation. Donc, ici, nous avons déjà montré que la fonction est dérivable et tout. Donc, on rappelle maintenant la dérivée. Donc, on sait que quel que soit x élément de R, f' de x n'est rien d'autre que 1 sur, on vient de le faire, la racine carrée de x carré plus 1. Donc, on va faire maintenant le signe de la dérivée. Parce que c'est le signe de la dérivée qui va nous permettre de connaître le sens de variation. Donc, ceci étant positif, donc nous allons dire or 1 est strictement positif, ça c'est le numérateur. Et la racine carrée de x carré plus 1 est aussi positif. Donc, f' de x est tout le temps positif. Ainsi, f est strictement croissante. Ainsi, f est strictement croissante sur R. C'est tout. On va maintenant passer aux limites aux bornes. Donc, limite aux bornes, rigoureusement, donc tout est déjà là. Limite aux bornes. Le domaine de définition, n'oubliez pas, c'est R. Donc, nous avons déjà la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui nous donne plus l'infini. D'accord? Maintenant, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, puisque la fonction est impaire, d'accord, ça veut dire tout simplement que ça prend l'opposé de ce qui est là. Donc, ça fait moins l'infini. C'est tout. Parce que la fonction est impaire, car f est impaire.
Si la fonction était paire, on allait conserver la même chose. C'est-à-dire que si la limite en plus l'infini donne plus l'infini, le résultat de la limite en moins l'infini aussi, ça doit être plus l'infini. D'accord? Parce que la fonction serait paire dans ce cas. Mais quand la fonction est impaire, on change exactement le résultat que vous avez trouvé ici, tout simplement. D'accord? OK. Donc, KF est impair. Donc, tout est prêt pour faire le tableau de variation. Donc, je mets ici tableau de variation. Donc, dans le tableau de variation, nous avons X. Ici, nous mettons le domaine de définition. Donc, moins l'infini à plus l'infini. Donc, sur la deuxième ligne du tableau, vous allez mettre f' de X ici. Donc, ici, on va mettre son signe. Nous venons de trouver que c'est plus tout le temps. C'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, nous faisons les variations. Donc, je fais ça. Ici, c'est f de X. Donc, les variations, comme c'est strictement croissant, nous obtenons ça. Et maintenant, nous mettons les limites. Ici, on a plus l'infini. Et ici, nous avons moins l'infini. Tout simplement. C'est tout. Ça, c'est le tableau de variation. Vous voyez, c'est tellement magnifique. C'est vraiment joli à voir. C'est tout. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Je pense probablement qui concerne le point d'inflexion dont je parlais. D'accord? On veut montrer maintenant que l'origine du repère est un point d'inflexion. L'origine du repère est un point d'inflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on vous pose ce genre de questions, il faut passer à la dérivée seconde. D'accord? Vous pouvez vérifier que la dérivée seconde, d'accord, s'annule en changeant de signe. C'est très important. Donc, on va passer à la dérivée seconde. Donc, point d'inflexion. On veut montrer que, donc D, montrons que le point O de coordonnées 0, 0 est un point d'inflexion. Est un point d'inflexion. Je vais vous montrer comment ça se fait. Ce n'est pas vraiment difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler la dérivée première. La dérivée première, c'est 1 sur la racine carrée de x carré plus 1. Ça, c'est la dérivée première. On passe à la dérivée seconde. Donc, dérivée seconde, f''. Donc, ça fait quoi? Donc, nous avons là 1 sur quelque chose. Donc, si vous voulez, on va dériver naïvement. Donc, je dérive d'abord 1 qui donne 0, multiplié par la racine carrée de x carré plus 1, moins maintenant la dérivée de tout ceci, qui n'est rien d'autre que 2x sur 2 racine carrée de x carré plus 1, multiplié par 1, je respecte juste la formule de dérivation, sur le carré du dénominateur qui n'est rien d'autre que x carré plus 1. Vous voyez? Donc, puisque nous avons déjà tout, on va simplement calculer. Ce qui nous donne, tout ceci nous donne 0, naturellement. Et donc, ici, nous obtenons tout simplement, si je simplifie par 2, 2, nous obtenons alors moins x sur la racine carrée de x carré plus 1 sur x carré plus 1. Et donc, ça fait la première fraction fois l'inverse de la seconde. Voilà. Et donc, ici, on obtient moins x divisé par x carré plus 1 fois la racine carrée de x carré plus 1. Donc, on va faire le tableau, d'accord, de signes pour voir comment est-ce que la dérivée seconde se comporte. Mais vous allez constater ici que la dérivée seconde s'annule en 0. D'accord? Donc, on va voir que f' de x est égal à 0 si et seulement si moins x égale à 0. Donc, si et seulement si x est égal à 0. Donc, on va faire un tableau. Vous allez voir clairement ce qui se passe. Donc, ici, nous avons... Voilà. Donc, ici, nous voulons étudier, regarder un peu le signe de f'.
de la dérivée seconde, vous allez voir, nous sommes sur R à plus l'infini. On a remarqué que ça s'annule en 0, donc je le mets ici. D'accord? Ça, c'est le tableau de signes de la dérivée seconde. Donc, on va établir le tableau de signes. On va faire le tableau de signes rapidement. Nous savons que le dénominateur est toujours positif parce que ceci est positif, ça aussi est positif. Donc, tout le temps, peu importe la valeur de ins, le dénominateur va être positif. Donc, le signe revient simplement à moins ins. Mais moins ins, comme on le sait très bien, d'accord, avant 0, ça va être plus. D'accord? Et après 0, ça va être moins. D'accord? Moins ins. Donc, ça va faire le signe de A après 0 et le signe de moins A avant 0. Donc, nous avons ça. Donc, on constate que le signe de la dérivée seconde, c'est-à-dire de ceci, est plus lorsque nous sommes avant l'origine. Mais juste après l'origine, ça change. Donc, si la dérivée seconde s'annule en un point, tout en changeant de signe, on dit qu'en ce point, nous avons un point d'inflexion. Donc, nous allons écrire que f' de ins s'annule en 0, d'accord, tout en changeant de signe. Tout en changeant de signe. Alors, l'origine est un point d'inflexion. C'est tout. Pas plus. Est un point d'inflexion. Voilà. OK. On continue. Après ça, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous dit d'écrire maintenant l'équation de la tangente à l'origine. Donc, équation de la tangente. Donc, c'est un sujet très intéressant. Équation de la tangente. Allons-y. C'est quoi l'équation de la tangente? Donc, si je l'appelle T, d'accord, T a pour équation Y égale. Donc, ici, on a f' de 0, comme c'est en 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Ça, c'est la formule qui permet de déterminer l'équation de la tangente. Donc, on prend f', d'accord, au point en question, facteur de x moins le point, plus f du point, c'est tout simplement. OK. Donc, c'est quoi le f de 0? On va calculer rapidement. Donc, on a f de x qui nous donne le logarithme népérien de x plus la racine carrée de x carré plus 1. À partir de là, on va calculer f de 0. F de 0, ça fait le logarithme népérien de 0 plus 1, qui donne le logarithme népérien de 1 qui vaut 0. Maintenant, on va calculer f' de 0 maintenant. Donc, je rappelle f' de x d'abord. F' de x, c'est 1 sur la racine carrée de x carré plus 1. Donc, je peux calculer à partir de là f' de 0, qui n'est rien d'autre que 1 sur 1, parce que je vais remplacer ceci par 0. Et donc, j'obtiens 1. Conclusion, je remplace. Je vais dire que l'équation de la tangente maintenant, ça va être y égale à 1 facteur de x moins 0 plus 0, c'est-à-dire l'équation y égale à x. Donc ça, c'est l'équation de la tangente. On nous demande maintenant de représenter notre fameuse courbe. Ça ne va pas être difficile, d'accord? Ça va pas être difficile. Je vais représenter la courbe en utilisant ceci. Donc, je prends mon traceur. J'essaie de faire un bon repère. Voilà. Donc, nous avons déjà tout. Je construis simplement l'as des x. Après, je fais l'as des y. Tout est là. J'essaie de faire les choses correctement. Et puis, je représente l'as des y. Voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mon tableau de variation. C'est un tableau qui va beaucoup aider. Si vous voulez, je vais représenter rapidement le tableau de variation quelque part ici. Si vous voulez représenter une courbe, il faut toujours avoir votre tableau de variation ici. Moins l'infini à plus l'infini.
ici, vous avez f' de x tout le temps plus, croissante à moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Et puisque la fonction est une fonction paire, vous pouvez simplement représenter d'abord la courbe sur l'intervalle 0 à plus l'infini et après faire la même chose en prenant juste le symétrique par rapport à l'origine. D'accord? Nous avons remarqué que en plus l'infini, la courbe admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe des ins. D'accord? Et donc, qu'est-ce que cela suggère? Je vais commencer par représenter d'abord l'équation de la tangente en 0. Ce qu'on vient de nous donner là. Ça, je représente. C'est la droite d'équation y égale à ins qui est en même temps la première bisectrice. D'accord? Donc, c'est facile à représenter. Je représente rapidement ça. Donc, c'est la première bisectrice. Voilà. Donc, je le fais rapidement. OK, nous avons ça. Donc, je vais le faire au rouge. Voilà notre première bisectrice. Très magnifique. Voilà. Donc, nous avons ça. Je l'appelle... bon, je vais essayer de prolonger un peu là. Ça, c'est y égale à x. Donc, c'est une tangente à la courbe en 0. Donc, ça veut dire quoi? La courbe fait simplement ça. En 0, nous savons que le point de coordonnées 0, 0 est un point de la courbe. Donc, c'est une courbe croissante qui croît de 0 à l'infini, mais en présentant une branche parabolique de direction, celle de l'axe des ins. Donc, nous avons quelque chose comme ça. Donc, tangente d'abord. Nous avons ça, tangente. Et puis après, nous avons ça. Voilà, c'est tout. D'accord? Mais puisque de moins l'infini à 0, d'accord, nous allons simplement prendre le symétrique par rapport à l'origine. Ça nous donne ceci. C'est tout. D'accord? Donc, pour que ce soit un peu plus courbé, je vais corriger l'alu ici pour que ce soit beaucoup plus courbé. Voilà, donc je fais ça. Voilà. Donc ça, c'est la courbe. Ce n'est pas vraiment difficile. C'est très magnifique. C'est notre courbe. D'accord? Ça, c'est la courbe représentative de f. On continue. La question qui suit, on nous dit maintenant de faire quoi? Bravo, on vient de finir avec les deux premières questions. Je vais passer aux autres questions. OK. Donc, dans la troisième question, on nous dit de montrer que f réalise une bijection de R sur un intervalle J que l'on précisera. C'est une question totalement facile. Tout le temps, on peut le faire. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on commence par dire? On va juste rappeler, d'accord, que la fonction est continue et strictement monotone sur R. Ici, nous connaissons la monotonie, c'est-à-dire que c'est strictement croissant. Je veux dire, d'après, d'accord, donc ça c'est 3A, d'après l'étude des variations de F, virgule, F est continue, on l'a déjà fait, et strictement croissante. Est strictement croissante sur R. D'accord? Maintenant, on va calculer f de R. F de R, c'est égal à f de l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Mais puisque c'est strictement croissante, ça voudra dire que pour calculer f de cet intervalle, il suffit de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Et ici, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et c'est tout, vous avez f de R. Mais si la fonction était décroissante, on allait d'abord écrire ici la limite en plus l'infini et l'autre, on l'écrit de l'autre côté. C'est tout. Mais nous connaissons déjà toutes les réponses. Cette limite, on sait que c'est moins l'infini. Et l'autre limite, on sait que c'est plus l'infini. C'est ça qui s'appelle J. D'accord? Donc, quand on dit de démontrer que f réalise une bijection de R sur un intervalle J à préciser, d'accord? C'est exactement J ça. Donc, nous allons dire maintenant que f réalise, donc f réalise une bijection
d'accord, de R vers R, tout simplement. C'est tout. C'est J ça, avec J égale R. Tout simplement, parce qu'ils ont dit de préciser. Donc, il ne faut jamais oublier ça, il faut préciser parce que vous pouvez perdre les points. Maintenant, de façon technique, si vous n'êtes pas sûr de votre sens de variation, vous pouvez mettre à la place de strictement croissante, vous allez remplacer croissante par monotone pour gagner 2 points. D'accord? Monotone parce que vous n'êtes pas sûr de votre sens de variation. C'est parce que nous, on traite un exercice, on est sûr de ce que nous faisons ici. Et donc, nous savons que c'est strictement croissante. OK. On nous dit maintenant de construire la courbe représentative de la fonction réciproque dans le même repère, d'accord, que tout là. Donc, c'est facile. Tout ce qu'on sait faire, c'est de construire cette courbe-là de façon symétrique par rapport, d'accord, à la première bisectrice. Heureusement ici que la première bisectrice coïncide avec la tangente en 0. Donc, on ne va plus représenter la première bisectrice. On va simplement construire le symétrique. Donc, on prend les points, on prend cette courbe-là, et puis on reporte ça, d'accord, de façon symétrique par rapport à cette droite. Donc, on reporte cette partie de la courbe de ce côté-là, vous voyez, et cette partie de la courbe, on la reporte de ce côté. C'est tout simplement ça, d'accord? Et donc, si vous voulez, vous pouvez prendre certains points, par exemple, regardez l'heure symétrique par rapport à cette droite, et puis vous allez construire. Donc, je vais utiliser la couleur, quelle couleur? Noir peut-être, ou la couleur verte, d'accord, pour construire le symétrique. Donc, allons-y. Donc, on a ça. Tout simplement, c'est tout. Et de l'autre côté, nous allons construire également le symétrique. Puis, nous avons ça. C'est tout. Voilà. Donc, c'est ça la réciproque. Donc, on va dire que ça, c'est la courbe représentative de f-1. C'est tout. C'est facile. Il suffit juste de prendre la courbe que vous avez ici, reporter de l'autre côté de cet axe-là, c'est-à-dire de la première bisectrice. D'accord? La droite d'équation y égale à ins est appelée première bisectrice. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on représente la bijection réciproque. Ce n'est pas vraiment difficile, c'est trop facile. OK. On continue avec le reste de l'exercice. On dit maintenant de calculer, d'accord, cette intégrale. 4a, très important. Calculons l'intégrale allant de 0 à 1 de f de ins dins. On nous a précisé d'utiliser une intégration par partie, d'accord, c'est très magnifique. Donc, on va dire que l'intégrale allant de 0 à 1 de f de ins dins. On va commencer par remplacer d'abord les choses. Ça fait intégrale allant de 0 à 1 du logarithme népérien de ins plus la racine carrée de ins carré plus 1 d ins. Donc, l'intégration par partie consiste à intégrer une fonction, d'accord, qui s'écrit sous la forme d'un produit, d'accord, donc nous avons ici un facteur doit être la dérivée d'une fonction connue. Et l'autre facteur serait juste une fonction dont on ne connaît pas une primitive. Vous voyez un peu? Donc ici maintenant, nous voyons qu'en réalité, de façon très réaliste, nous voyons une seule fonction. Mais en réalité, d'accord, il y a un qui multiplie ça. Et donc, entre les deux, il faut poser l'une égale à la dérivée et l'autre égale à une fonction dont on va tout simplement dériver. Donc, on va poser ici. Puisque nous ne connaissons pas une primitive directement de ceci, ça va être très difficile. Donc, ça veut dire que nous allons poser tout simplement U' de x égale 1. D'accord? Et V de ins égale au logarithme népérien de ins plus la racine carrée de ins carré plus 1. Donc, à partir de là, nous allons chercher une primitive de ça, qu'on appelle alors, comme c'est U', qu'on va appeler alors U. D'accord? Ça fait juste simplement x, parce que la fonction qui a pour, une fonction qui a pour dériver 1, c'est x. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, on va dériver le v. On connaît déjà la dérivée, c'est 1 sur la racine carrée de x carré plus 1. Vous voyez, on est en train d'utiliser toutes les informations précédentes. Maintenant, on va utiliser la formule d'intégration par partie. On va dire que l'intégrale allant de 0 à 1 de f de ins par
en utilisant la formule d'intégration par partie, ça fait crochet. Vous prenez U de ins multiplié par V de ins, pris entre 0 et 1, moins intégrale allant de 0 à 1. Mais puisqu'on a utilisé U, maintenant on va utiliser ça, toujours le U. Et maintenant on va utiliser la dérivée de V maintenant ici. De ins. Qu'est-ce que ça veut dire? Je remplace les choses. Donc, le U, nous savons que c'est ins. Le V, nous savons que c'est le logarithme népérien de ins plus la racine carrée de ins carré plus 1, pris entre 0 et 1. Moins maintenant, c'est quoi maintenant U de ins? U de ins est égal à ins, tout est là. Fois maintenant V'. V', nous savons que c'est égal à 1 sur la racine carrée de ins carré plus 1 de ins, pris entre 0 et 1. OK. Maintenant, c'est quoi ici l'évaluation en 1? Quand on évalue tout ceci en 1, puisque vous savez faire l'intégrale. Donc, quand on évalue, on va remplacer dans tout ceci le ins par 1 d'abord. Donc, 1, 1, 1. Ça fait alors le logarithme népérien de 1 plus racine carrée de 2. Moins maintenant l'évaluation en 0 qui donne 0. D'accord? Moins intégrale allant de 0 à 1 de ins sur la racine carrée de ins carré plus 1 de ins. Donc, tout ceci nous donne le logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 2, moins intégrale allant de 0. Donc, nous constatons ici que la dérivée de tout ceci, c'est égal à 2 ins. Donc, il ne manque que 2 au numérateur. Donc, je complète. Donc, j'écris d'abord x sur la racine carrée de ins carré plus 1. Donc, je fais fois 2 et je divise encore par 2. D'accord? D ins. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que ce que nous voyons ici n'est rien d'autre que U' sur 2 racines de U, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de U. D'accord? Donc, je vais dire que ça fait le logarithme népérien de 1 plus la racine de 2, moins, d'accord, crochet, racine carrée de ins carré plus 1, c'est-à-dire la fonction qui a pour dériver tout ceci, ça fait la racine carrée de ins carré plus 1, pris entre 0 et 1. Et donc, nous obtenons le logarithme népérien de 1 plus la racine de 2. D'accord, moins maintenant, entre parenthèses, l'évaluation en 1 d'abord, qui nous donne 2, ce qui donne racine de 2, moins l'évaluation en 0, quand on remplace ins par 0, ça nous donne exactement 1. Conclusion, nous avons le logarithme népérien de 1 plus racine de 2, moins racine de 2 plus 1. Ça, c'est la valeur exacte, d'accord, de notre intégrale. Question suivante. On nous dit maintenant de faire quoi? De déduire, voilà. C'est très important. À partir de l'intégrale de la fonction en question, comment on trouve, d'accord, l'intégrale de la fonction réciproque? C'est facile. Donc, on cherche l'intégrale allant de 0 au logarithme népérien de 1 plus racine de 2 de f moins 1 de ins de ins. Ce qu'on fait, c'est de poser tout ceci. On fait un changement de variable pour comprendre pourquoi. Certains connaissent la formule, mais pour comprendre correctement, on va poser. On va faire un changement de variable. On va poser y égale f moins 1 de ins. Vous voyez? On change tout ceci en y. Donc, si on pose ceci égal à y, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut tout simplement dire que f appliqué en y est égal à x. Si y est égal à ça, ça veut dire que f de y est égal à x. D'accord? Donc, on va chercher maintenant dx. C'est quoi dx? Dx, ça fait tout simplement la dérivée de ceci. F' de y, dy. D'accord? Maintenant, on va changer les bornes. Donc, premièrement, si x est égal à 0, que vaut y? Donc, le y, c'est ça. Le y, ça fait f moins 1 de 0. D'accord? Ça fait f moins 1 de 0. Donc, f moins 1 de 0, c'est 0. D'accord? Parce que nous savons que l'origine
est un point de la courbe. Si maintenant le x est égal au logarithme népérien de 1 plus la racine de 2, c'est-à-dire ceci, que vos y, donc on veut savoir f de quoi donne ça, c'est-à-dire 1. Donc, on sait que f de 1, on l'a fait tout à l'heure ici. D'accord? On sait que quand on remplace dans f, le x par 1, on trouve exactement le logarithme népérien de 1 plus la racine de 2. Donc, intégrale allant de 0 au logarithme népérien de 1 plus la racine de 2 de f moins 1 de x dx, en réalité, ce n'est rien d'autre que intégrale allant de 0 à 1, d'accord? De ceci, c'est quoi pour nous? C'est y, multiplié par dx. Or, dx, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est f' de y dy, c'est tout. Donc, quand on applique l'intégration par partie, encore une fois, en posant, donc il faut bien comprendre, si on pose u' de x égale, bon, on va prendre y ici, égale à f' de y, parce qu'on connaît une primitive de f', et v de y égale à y, qu'est-ce qu'on obtient? On n'obtient pas intégration par partie en faisant u de y, donne f de y, et v' de y donne 1. D'accord? Et donc, en appliquant la formule d'intégration par partie, on obtient tout simplement que ceci de y f' de y, je parle de ceci, ça fait exactement le produit ça fait uv, ça fait y fois f de y, entre 0 et 1, moins intégrale allant de 0 à 1, d'accord, de 1 multiplié par f' de y. Tout simplement, d'accord, dy. Et donc, ici, on l'évalue en 1, ça nous donne alors 1 fois, ça va faire f de 1, moins intégrale allant de 0 à 1 de f' de y dy. Mais f' de y, son intégrale, ça fait tout simplement crochet f de y pris entre 0 et 1. Donc, nous avons alors le logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 2, moins entre parenthèses, disons, f de 1, d'accord, qui n'est rien d'autre que, voilà, et la même chose, donc ça fait encore f de 1 ici. Il faut qu'on regarde correctement ce que je fais là. Parce que ça fait f de y, f' de y, si je cherche une primitive de ça, non, ici j'ai fait une erreur de calcul. Ici, faisons attention. Ici, c'est f de y, parce que là, il faut dériver. Voilà, il faut dériver v, ça fait 1 fois f de y, donc ici, c'est f de y. Voilà, parfait. Ok, donc, nous avons déjà déterminé l'intégrale de ceci, que nous connaissons déjà, c'est pourquoi on dit de déduire. Donc, nous avons trouvé quoi comme intégrale tout à l'heure? On a trouvé tout ça. Donc, ln de moins ln de 1 plus la racine de 2, moins racine de 2 plus 1, tout simplement. Donc, quand je calcule tout ça maintenant, après calcul, donc c'est juste un calcul, donc ça fait le logarithme népérien de 1 plus racine de 2, moins le logarithme népérien de 1 plus racine de 2, plus racine de 2 moins 1. D'accord? Et donc ici, ça fait racine de 2 moins 1, qui est l'intégrale allant de 0 à 1 de f moins 1 de x tout simplement. Ok, on continue. Suivant. Ça va pas être difficile. Bravo, c'est la dernière question. Le numéro 5. On nous dit d'expliciter. D'accord? Donc, on veut calculer f moins 1 de x pour tout x élément de G.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va poser. Pour chercher ça, on pose f de x égale à y. D'accord? F de x égale à y, ça veut dire que quoi? Donc, avec y élément de j. D'accord? Avec y élément de j. Donc, ça fait logarithme népérien de x plus la racine carrée de x carré plus 1 égale tout simplement, d'accord, à y. D'accord? Et donc, puisque je cherche x, je vais essayer, d'accord, de faire partie le logarithme népérien en prenant d'abord exponentielle. Donc, si je prends l'exponentielle d'un côté, ça me donne x plus la racine carrée de x carré plus 1 égale à exponentielle de y. D'accord? Maintenant, nous avons ici la racine carrée de x carré plus 1 qui nous donne exponentielle de y moins x tout court. D'accord? Maintenant, on prend les carrés. Si je prends les carrés des deux côtés, j'obtiens tout simplement x au carré plus 1 égale à exponentielle de y moins x le tout au carré. Donc, je développe et j'obtiens exponentielle. Ça, c'est un développement. Ça fait exponentielle de 2y moins 2ab, donc 2x exponentielle de y plus x carré. Donc, quand on simplifie ça et ça, on obtient 1 qui est égal à exponentielle de 2y moins 2x exponentielle de y. À partir de là, nous obtenons 1 moins exponentielle de 2y qui est égal à moins 2x exponentielle de y. On peut récupérer x maintenant. X est égal à 1 moins exponentielle de 2y divisé par moins 2 exponentielle de y. Et ça fait alors exponentielle de 2y moins 1 sur 2 exponentielle de y. Et quand on divise, donc ici nous avons exponentielle de 2y, ici nous avons exponentielle de y, ça fait exactement, si vous voulez, ça fait exponentielle de 2y moins 1 multiplié par exponentielle de moins y sur 2. Parce que là, j'ai envoyé exponentielle de y au numérateur, ça fait exponentielle de moins y. Ce qui nous donne alors, quand on calcule, ça fait exponentielle de 2y moins exponentielle de moins y, le tout sur 2. Et donc ça fait exponentielle de y moins exponentielle de moins y sur 2. Donc ça, c'est x qui permet, comme c'est unique, ça permet de donner la formule exacte de f-1 de x qui est égal alors à exponentielle. On remplace maintenant le y par x qui nous donne exactement exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le tout sur 2. Ça, c'est l'expression, d'accord, de la fonction réciproque. Donc, enfin, d'accord, on nous dit maintenant de retrouver, d'accord, l'intégrale qu'on vient de calculer en utilisant l'expression de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire intégrale allant de 0 au logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 2 de f moins 1 de x dx. C'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale allant de 0 au logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 2. Donc, c'est quoi f moins 1 de x? C'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 dx. D'accord? Et donc, ici, nous obtenons quoi? Ça nous donne, on peut sortir si on veut le 1 demi ici. Ça fait alors 1 demi de l'intégrale allant de 0 au logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 2 de exponentielle de x moins exponentielle de moins x dx. À partir de là, nous avons 1 demi, d'accord, de l'intégrale allant de 0 au logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 2 de exponentielle de x dx. Ça, c'est la formule de linéarité, moins intégrale allant de 0 au logarithme népérien de... Ou bien, si on veut, clairement, on peut directement prendre une primitive. Une primitive de ceci, c'est quoi? C'est exponentielle de x. Mais une primitive de moins exponentielle de moins x, c'est plus exponentielle de moins x pris entre 0 et logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 2. Et donc, quand on calcule maintenant, ça fait 1 demi de... La valeur maintenant en ceci, quand on calcule ça, ça fait 1 plus la racine carrée de 2.
la valeur en moins ça, d'accord? Ça fait plus exponentielle de moins logarithme népérien de 1 plus la racine carrée de 2. Maintenant, la valeur en 0, ça fait moins 1 encore. D'accord? Et donc, ici, on obtient 1 sur 2, facteur de, disons, 1 plus la racine carrée de 2, plus, ici, quand on prend exponentielle de moins tout ça, ça fait l'inverse de tout ça, d'accord, moins 2. Maintenant, je calcule, ça fait 1 demi, facteur de 1 plus la racine carrée de 2. Je prends l'expression conjuguée, ça me donne exactement racine de 2 moins 1, moins 2. Et donc, ici, on obtient tout simplement 1 demi, facteur de 2, racine de 2. D'accord? Moins 4. Et puis, on divise par 2. Ça fait racine de 2, moins 2, tout simplement, sauf erreur de calcul. Donc, on vérifie si c'est exactement ce qu'on avait trouvé. Il y a moins 1. Je pense qu'il y a une petite erreur de calcul ici à la fin. Donc, l'évaluation en 0, ça fait moins 2. Ça, c'est bon. Oh, oui, ça fait moins 2. Mais ceci, ok, c'est bon. C'est ici que j'ai fait une erreur. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ce n'est pas 4, c'est plutôt 2. Donc, quand on simplifie, ça fait racine de 2 moins 1 qui donne exactement ce qu'on voulait trouver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci.